Alors, je disais un petit mot juste sur le fait que quand moi j'ai vu ce film, voilà, je ne connais pas par cœur le cinéma iranien, mais je l'ai découvert quand même voilà, quelques réalisateurs depuis quelques années. Et on s'est dit, mais on n'avait jamais vu un film comme ça. En tout cas, chez nous, voilà, qui nous arrive, on n'avait jamais vu un film comme ça d'un réalisateur iranien. Et on a un petit peu parlé avant, échangé sur le film, et on était d'accord qu'il est chargé, foisonnant, foisonnant. Alors, et dans la forme, et dans les thématiques, et dans ce qu'il raconte. Il y a, voilà, on est dans le film de genre. Alors, on passe du thriller au film fantastique. On est dans du gore par moment. Voilà, je crois que tous les genres sont plus ou moins abordés dans la forme. Et puis, il nous raconte plein de choses. Alors, je crois déjà que peut-être un mot sur qui est ce réalisateur et acteur, puisque c'est l'acteur du film, c'est le réalisateur. Voilà. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis très contente. C'est un grand plaisir que n'est encore une fois parmi vous. Et je vous remercie beaucoup de venir si nombreux pour votre dimanche après-midi voir ce film. C'est vraiment très agréable. Oui, je crois que pour le commencement, c'est pas mal de dire quelques mots sur le réalisateur parce que il est il est connu en Iran, mais pas en France. Mais bon, je crois que il est devenu un peu plus connu un peu partout parce que ce film Peak était bien distribué dans le monde entier. À ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, c'était projeté dans au moins 25 pays, qui est quand même pas mal. Pour ce réalisateur, Mani Hariri, il a étudié la philosophie au Canada. Après, il a étudié Cultural Studies. Je ne sais pas si l'équivalent exactement des cultures culturelles. Est-ce qu'on a une discipline pareille ici ou pas? Mais il est grandi dans une famille plus ou moins, pas plus ou moins, dans une famille vraiment très intello, qui ça commence de son grand-père. Son grand-père, il est super connu dans le cinéma d'Iran, Ibrahim Golestan, qu'il habite aujourd'hui en Angleterre. Il est très nommé pour faire des films assez artistiques et politiques à son temps, à l'époque de Shah. Et bon, il était bien critiqué, même dans le régime de Shah. Après, Ibrahim Golestan, il a trois autres enfants. Sa fille qui s'appelle Lily Golestan, qui est la mère de ce réalisateur. Elle est l'une des grandes traductrices et en plus elle est galériste en Iran. Et bon, une autre chose justement, c'est que son grand-père aussi, je sais qu'il a eu de connaissances avec les grands metteurs en scène français comme François Truffaut et quelqu'un d'autre que j'ai oublié le nom. Godard peut-être. Godard, oui, Godard, exactement. Et bon, ce réalisateur a grandi dans un domaine pas justement intellectuel, mais au niveau d'art, tous étaient avant-garde de manière de son grand-père et son père aussi. Son père aussi, il était réalisateur et caméraman. Plutôt pour la caméra, tout ce qu'il a fait dans le cinéma est connu comme poétique des images en Iran. Et bon, tous ensemble, ça fait qu'il est, en même temps qu'il est dans le domaine de peinture, la poésie, la philosophie et le cinéma, tous ensemble. Donc, pour moi, c'est normal de voir un film comme ça chez Mani Hariri. Et c'est pas son premier film qui est comme ça. C'est le premier qu'on voit ici en France, mais ces dernières étaient presque le même genre. Mais toujours étonnant pour les spectateurs iraniens aussi. Alors justement, tu disais tout ce foisonnement, voilà, et cette lignée quand même artistique, intellectuelle. Oui. Alors moi, la première lecture du film, mais je pense que vous, c'est pareil, on a des clés qu'on n'a pas. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des tas de références, vous allez nous éclairer là-dessus, ça c'est historique, folklorique. Alors peut-être justement en référence historique dans ce film. Est-ce que tu peux, Mojtaba, voilà. Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour toutes et tous et merci d'être là cet après-midi
avec nous. En fait, ce qui m'a frappé en regardant pour la première fois le film, c'était le poids chargé de l'histoire d'Iran dedans. Et cette histoire, c'est plutôt, comment dirais-je, ça commence dans la galerie même, avec les photos, les miniatures persanes, qu'on voit des scènes d'épopées persanes, de livres de rois. Quand Rostam, le grand héros iranien, si je peux, comment dirais-je, le minimaliser pour les Européens, c'est la version Hercule iranien, et tous les démons. Et dans les scènes, on voit qu'il est en train de, comment dirais-je, mutiler les démons. Ensuite, une deuxième couche, ça, on rentre dans la dernière scène, quand la femme Shiva, comment dirais-je, réincarne, elle réincarne dans la forme d'un oiseau. Et cet oiseau a une sorte de référence mythologique aussi à l'histoire d'Iran, parce que ça remonte dans la tête l'oiseau mythique Simorgh, qui était l'oiseau protecteur du pays de Iran-Shahr, la terre des Iraniens. Il a aidé énormément il a aidé énormément le grand-père de Rostam, qui était le grand héros iranien. Ça, c'est deux références mythologiques qu'on retrouve dedans. Et ensuite, dans une deuxième couche, on rentre dans la langue, des différentes langues qui sont utilisées. Et quand on passe par les sous-titres, normalement, ça c'est perdu. Parce que la mère et fils, ils ne parlent pas même langue que les autres personnages dans le film. Ils parlent par azari, une version des langues turquiques en Iran, qui est, son berceau est à Tabriz. Et c'était là que, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les mouvements nationalistes iraniens sont remontés encore une autre fois. Et le mouvement constitutionnel, surtout, a l'un de ses racines, on ne peut pas dire que c'était que Tabriz, mais l'un de ses berceaux, c'était Tabriz. Et c'était la langue de ces gens-là qui venaient de Tabriz. Et en plus, la fusille que la mère elle a dans sa main, elle donne une référence historique. Elle dit que c'est la fusille de Sattar Khan qui était protecteur de mouvements constitutionnels en Iran, qui a commencé en 1905 et ça a duré jusqu'à 1911. Mais à la fin, comment dirais-je, mais le mouvement constitutionnel a pu établir en Iran en 1906. C'était en août 1906 qui a été établi en Iran. Et Sattar Khan, avec ce fusil, c'est un symbole de protection du pays, protection de l'identité, de ce qui est iranien, contre qui? Contre ceux qui voulaient établir une sorte de mouvement constitutionnel islamisé, une sorte de mouvement constitutionnel qui avait ses racines dans le charia. Et l'ennemi pire de Sattar Khan, c'était le chef de Mollah, qui était à l'époque Cheikh Fazlullah Nouri, qui disait ça. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et un troisième élément qui est dedans, c'est les meurtres en série qui a eu lieu pendant les années 90 et début du 21e siècle. Et une partie de services secrets iraniens, on n'a pas pu remonter plus.
une partie a été accusée d'établir une sorte de meurtre en série contre les intellectuels. Et l'un des premiers, c'était ici à Paris, qu'on a commencé par Chapour Bartior, on a tué les Fourouhar, on a tué par la suite des écrivains, des intellos, même des linguistes, il était dedans. Et le procès jamais a pu, comment dirais-je, passer au tribunal et avoir un résultat convaincant. Et ça, c'est une deuxième aussi. Mais comme Moni Hayri, elle ne peut pas donner des références directes à ces meurtres, il y a eu le chauve-souris qui était à Téhéran, à Mashhad. Le chauve-souris qui était à Mashhad. Et lui, il tuait les femmes plutôt prostituées à cause comment dirais-je, à cause qu'il avait un peu de sentiments religieux, qu'il ne pouvait pas supporter ces gens-là. Et ça, c'est très très bien abordé, et c'est frappant le poids de ces identités-là, identités historiques et des liens historiques dedans. Merci pour cet éclairage, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, on le suppose, tout ça, et ça nous arrive comme ça, et voilà, c'est... alors, peut-être, avant d'ouvrir au public, justement, tu parlais de ça, c'est quand même bon, au centre du film, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, mais c'est la censure. Peut-être quelques mots avant d'ouvrir sur... Ah oui, bien sûr, voilà. La censure aussi, on sait que, malheureusement... moi, je peux dire que depuis un siècle, on a ce problème de censure, sauf pour une période très courte, pendant 12 ans après le Reza Shah et son fils qui est venu au pouvoir. Et en plus, il était très jeune, donc pendant justement 12 ans, on n'avait pas ce censure qui est revenu. Donc pendant un siècle, on est tous sous le censure au niveau culturel. Et ça, c'est pareil pour les réalisateurs, que les écrivains, les romancières, les poètes, c'est super difficile. Mais pour les réalisateurs, c'est encore... des fois, ça devient rigolo aussi, parce qu'il y a plusieurs étapes de censure. On a un ministre qui s'appelle, comme partout, ministre de la Culture, mais je préfère de l'appeler ministre de la Culture et Censure, plutôt ministre de la Censure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui sera publié, diffusé culturellement, au niveau de social, culturel, politique, il faut qu'il se passe par ce ministre. Et il faut qu'il donne l'autorisation, la permission. C'est ce qu'il parle en fait dans le film. Le réalisateur, Hassan Kasmoui, ne peut pas filmer parce qu'il n'a pas le permis. Alors, c'est pas si simple quand on dit on n'a pas le permis pour filmer. Il y a vraiment plusieurs étapes. Qu'est-ce qui se passe en Iran ? Peut-être ça vous intéresse de savoir que aujourd'hui, si on peut s'asseoir ici, voir ce film, c'est pas si simple que ça. D'abord, c'est le scénario qui passe au fameux ministre. S'ils donnaient leurs accords, après, ils commencent à tourner le film. Une fois le film est bien tourné, deuxième étape, il faut donner encore le film fait pour obtenir l'autorisation à diffuser. Alors, si c'est bien passé, que souvent, ce n'est pas le cas, il y a des petits détails, soit au niveau des images, soit au niveau des paroles, tout, qu'il faut être vérifié, qu'il faut être corriger, revoir, c'est pas facile, franchement. Et bon, ils savent très bien, ils ont des codes on dit autocensure. Ils savent dès le départ qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'il ne faut pas montrer. Troisième étape, quand ils ont le permis pour diffusion, alors qu'est-ce qui se passe ? Il faut diffuser dans les cinémas. Mais bon, quel cinéma ? On a beaucoup de cinémas, mais bon, si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, mais 80% de cinémas encore sont sous le contrôle d'État. Ou ils peuvent en fait vous dire dire à un réalisateur que on n'a pas envie justement de diffuser votre film. Ils n'ont pas envie, c'est un autre mode de censure qui n'est pas du tout officiel. Alors c'est plus pire, parce que vous pouvez dire que vous ne pouvez pas protester, parce que vous avez l'autorisation, vous avez le permis, allez, faites-le. Mais
il n'y a aucune salle qui accepte de diffuser le film. Donc c'est le 3e. Et plupart du temps, ça arrive que les réalisateurs peuvent projeter leur film que dans, je sais pas, vingtaine de salles dans tout le pays. Hein. Quand même, l'Iran est un grand pays, 3 fois plus grand que la France. Imaginez justement 20 salles, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Donc, c'est un peu dernière étape, presque dernière. Pourquoi ? Parce que ça arrive aussi qu'après 1, 2, 3 projections, par rapport des réactions des partis politiques, tous les critiques dans les journaux, peut-être qu'ils changent leurs avis et ils disent que pourquoi qui a vous donné cette permission ? Non, c'est une erreur. Il arrête. C'est pas si facile. Donc, ça, on voit dans le film, quand il parle des réalisateurs, et c'est pour tout le monde, vraiment. Quand ils nomment 3 réalisateurs qui sont apparemment morts dans le film, et ce sont vraiment des vrais personnages. Ils ne sont pas morts, heureusement, mais les 3 réalisateurs ont vraiment 3 différents regards. Ebrahim Ghata-Mikia, qui est vraiment très proche du gouvernement, Arshad Bani Etemad, qui est un féministe, et l'autre, Hamid Nematullah, qui est tout à fait, on peut dire, un peu gauchiste et beaucoup proche de la société que l'État. Et c'est marrant parce qu'ils disent que pour l'État, il n'y a pas de différence. Hein. C'est le niveau d'intellectuel qui fait... C'est pour ça qu'il coupe la tête. C'est la tête qui compte, c'est la tête qui est importante, parce qu'on réfléchit avec la tête. Donc, c'est ça qui est ciblé. Et ce qui donne aussi des... Alors, ça serait bien qu'on parle peut-être aussi des réalisateurs, Taxi Téhéran, tous ces films aussi, qui ont... parce qu'ils tournent quand même. Et tous ces routes de traverse qui voilà, il tourne, mais il tourne clandestinement. Si on voit qu'il tourne avec ses caméras, on confisque tout. Ces derniers films, il a été obligé de passer par des caméras qu'on ne le voyait pas. Dans Taxi Téhéran, dans Taxi Téhéran, il a mis la caméra devant son taxi et il l'a fait dans 2 ou 3 jours. Même pas, comment dirais-je, une semaine, il a eu ça. Et c'est trop compliqué pour lui. Il y en a pas mal de gens comme ça. Il y a Jafar Panahi, il y a Rasulov, qui sont interdits de sortir du pays et filmer et tourner dans le pays aussi. Oui, si vous me permettez juste... Oui, après on ouvrira. Ok, d'accord. Vas-y. Non, mais ma question avait à voir avec ce que vous êtes en train de dire. C'est ce film-ci a été autorisé. Il a été tourné en Iran et ensuite il a été autorisé à la distribution. Oui. Donc pour ce film, il n'y a pas de censure. C'est étonnant quand même. Non. Quand on dit qu'il n'y a pas de censure, non, il y a toujours la censure. Non, il y a toujours la censure. Oui, enfin, je veux dire qu'il a été autorisé par la censure. Oui, mais ça veut dire que quand on dit il ne donne pas la permission si facilement, c'est que quand il vous donne la permission, c'est qu'il veut note, je sais pas, une centaine de corrections, qu'il faut changer ça, il faut changer ce mot, il faut changer cette scène, il faut changer l'angle de blablabla. Bla, 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 et oui, c'est déjà censuré. On voit jamais un film d'Iran qui n'est pas du tout censuré. Mais malgré tout, c'est quand même étonnant. En fait, c'est surprenant parce que là, il y va. Oui, quand même. Oui, parce qu'en fait, les enjeux politiques en Iran sont vraiment très, très compliqués. C'est que ça dépend de la situation. Et en plus, peut-être je peux vous raconter une petite anecdote que quand tu faisais ta mémoire, tu es tombé au-dessus. Quand il travaillait sur les écrivains clandestins, et il a fait des entretiens aussi. Mais c'était marrant parce qu'on a compris que, par exemple, pour les livres, ça peut être pareil pour les films aussi. Pour les livres, il y a des gens, évidemment, qui lisent le texte et donnent leurs avis et ils le censurent. Mais bon, petit à petit, la même personne qui a commencé son travail en tant que... on dit quoi, censureur? Censeur. Oui. Et petit à petit, quand il lit les textes, il change. Donc, c'est que
il n'est plus la même personne qu'il a commencé son travail premier jour de l'an. Après 2 ans, 3 ans, il n'a plus la même attitude. C'est normal que des fois, il n'est pas autant, il joue pas autant son rôle de censure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, ça nous arrive. C'est pour ça que des fois, il y a des films, il y a des livres qui sortent. Et après un moment, il y a une nouvelle personne qui est recrutée sur le poste. Ils disent « Ah non, pourquoi ça ?» C'est un peu le goût personnel aussi. Donc, de temps en temps, ça change. C'est au niveau d'individuel, mais au niveau de politique aussi, il y a des moments qui le laissent passer pour beaucoup de raisons. Il y a la tension politique. Il y a beaucoup de problèmes, il y a de la tension économique, il y a des manifs. Alors, on doit laisser passer à ce film, à ce livre, comme ça, on peut être sûr que on va les calmer un peu comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a d'autres choses aussi, par exemple pour les films, c'est important le moment, ce n'était pas le cas pour ce film, mais c'est important à quel moment ils donnent l'autorisation, la permission à diffuser le film. Des fois, c'est juste quelques semaines avant le Nouvel An en Iran. Et le Nouvel An, ça change tout. Déjà, en Iran, on a une sorte... c'est dans notre culture qu'on fait le... c'est quoi? On a ici, au moment de printemps, on dit nettoyage, c'est pas nettoyage, c'est... Le grand ménage de printemps, oui, et ça, c'est super important dans notre culture, il faut le faire. Donc, tout le monde sont très, très occupés, et c'est important. Ça veut dire que moins de gens vont au cinéma, et avec le commencement de Nouvel An, tout de suite, on change. On ne garde pas le même film aux salles. Donc, cela vous montre qu'il y a la possibilité d'être diffusé vraiment au niveau de quantité très, très, très bas. Donc, ils font le risque, parce qu'il n'y a pas le risque vraiment. Juste, je ne sais pas, quelques centaines ont vu le film. Donc, c'est quand même des films qu'on voit beaucoup plus en Europe et dans le monde. Oui, il y a pas mal de films qui sortent en Europe, mais ils ne sont jamais vus en Iran. Ouais. Ce n'est pas le cas de celle-ci, hein, mais ça existe aussi. Oui. Merci. On vous donne un micro. J'avais une question auparavant. Oui, pardon. On a la chance en France, en Europe, de voir des films iraniens, et combien de beaux films iraniens. En revanche, est-ce qu'en Iran, on peut voir des films européens, des films français, et quel type de films peut-on visionner? Alors, c'est une bonne question, c'est intéressant. Toujours, il faut garder en mémoire qu'en Iran, on a une double vie. Pour les gens qui ont déjà voyagé en Iran, ils comprennent bien ce que je veux dire. On a les films non iraniens, on peut dire je sais pas, européens, américains, de tout le monde entier, et sont facilement, désolés, mais c'est la vérité, piratés en Iran. C'est pas justement par les individuels, même l'État. Donc, des fois, on peut en même temps regarder les films sur les chaînes d'Iran qui sont diffusés, qui sont en écran ici en France ou ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'État? Ils ont ça fait quand même 40 ans, ils ont leur équipe propre censure. Et des fois, ils changent très subtilement, justement, un seul mot quand on fait le doublage. Ou, évidemment, s'il y a des scènes qui n'est pas permis, pas autorisé, ils le coupent. Et c'est pour ça que, il y a une vingtaine d'années que, je peux dire que ma génération, on a commencé d'apprendre des autres langues, justement pour contourer cette censure. C'est-à-dire qu'on préfère de lire directement en anglais, directement en français, directement regarder des films en langue originale, ou soit, si on ne connaît pas plusieurs langues, au moins sous-titrer en anglais. Mm-hmm. Donc, je peux vous dire ils ont vraiment l'hâte pour voir tout, pour lire tout, pour comprendre tout. Et donc, tout se passe un peu clandestinement aussi. On n'est pas, quand on parle des nouvelles générations, on n'est pas justement nouvelles, parce qu'on est nouvelles.
Non. Oui. Je m'en considère nouveau. Moi aussi. J'ose de dire que moi aussi, je suis une... je sais pas. Mais bon, dans ma génération aussi, on n'était pas si loin au niveau de culture, si loin de l'Europe ou aux États-Unis. Mais bon, on ne s'est pas nourri par l'État. C'est nous-mêmes. Il y a tout un système de diffusion clandestine en Iran qui se tourne. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. On peut trouver tout ce qu'on veut. Tout. Des livres, des photos, je ne sais pas, tout. Même des boissons alcoolisées. Dans le film, vous avez vu. Au nord de Téhéran, dans les autres villes, il y a des soirées qu'on ne peut pas croire en Europe. On n'en a pas pareil. Oui, exactement. Oui. Peut-être vous sentez que le soirée qu'on a vu dans le film, oui, le genre est un peu surréel, quoi, et vous pensiez que non, ça ne se passe pas en Iran, c'est justement pour le film. Je vous rassure, ça se passe. Ça se passe. Et au point de vue musique, là, on voit que le réalisateur, il a des t-shirts de Black Sabbath, de AC/DC. Oui. Est-ce que, là on a parlé un petit peu du cinéma en Iran, entre parenthèses dans Taxi Téhéran, on parlait beaucoup de ce problème des DVD pirates, si je me souviens bien. Et est-ce que la musique européenne, américaine, etc., est-ce qu'elle arrive en Iran et comment ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est intéressant. Peut-être vous avez déjà vu le film de Shah Persan, mais bon, il y a même des bandes de rock. Ouais. Ils adorent le rock. Tout un monde underground. Hein. C'est toute une création comme ça, et souterraine en fait. Oui, et souterraine. Et c'est branché. Parce que, oui, et on est très, très fort au niveau de réseaux sociaux, ce qu'on parlait hier. Et bon, on a eu pas le temps, je voulais parler de ça, que quand on parle, pas justement Facebook, mais réseaux sociaux, vraiment, il y a des bons côtés et mauvais côtés. Pour l'Iran, le bon côté était beaucoup plus que mauvais côté, je peux vous dire. Aujourd'hui, on est un peu plus branché sur Telegram, pour beaucoup de raisons, surtout sécurité. Et bon, il y a plein de chaînes là-bas. Par exemple, quand on parle de la musique, moi, je trouve des bonnes nouvelles de la musique de monde entier là-bas. C'est vraiment mise à jour. Et des fois, on vit en France et on découvre la musique et le cinéma français par les chaînes sur les réseaux sociaux iraniens. Et ce qui est très, très intéressant en Iran, c'est ça qu'on voit. Tout ça passe en Iran, tout. Et c'est étonnant, mais on ne peut pas imaginer, mais il y a tout. Il y a tout dans les différentes couches sociales. Et on en a aussi une sorte de... je ne sais pas si c'est mauvais ou c'est positif. On a une sorte de double vie en Iran. Ouais. On vit dedans complètement différent de la vie dans la société, que les mollahs, ils imposent leur rôle. Ces dernières années, ça, comme on dirait, ça a été mis en question énormément. Même là, dans la vie sociale, on peut le voir. Mais on en a vécu pendant 40 ans avec une sorte de double vie. Oui, on est obligé, parce qu'il n'y a pas de choix. Il y a le risque vraiment. Parce que quand hier, on regardait le film Un homme est mort, et on parlait non, pardon, c'était avant, parce que c'est fait lier le film en Afghanistan. Bollywood. Oui, et qu'il disait que on a entendu d'intervenants qui disaient les gens ne mettent pas au risque leur vie justement pour aller voir un film ou je sais pas la salle de théâtre. C'est que malheureusement on a bien appris dès qu'on est tout petit que si tu veux pas mettre ta vie en danger, il faut accepter ce double vie. Il faut pas raconter tout ce que tu fais dans ta vie pour n'importe qui,
surtout au travail, surtout à l'école quand on est petit, parce qu'il y a vraiment un vrai risque. Ça rigole pas. Et justement, parce qu'on a parlé de Jafar Panahi et le film Taxi Téhéran, ça me rappelle, on a parlé de ça. Peut-être il y en a dans la salle qui ont déjà vu ce film de Taxi Téhéran. Peut-être ça vous souvient, le personnage d'une femme avocate qui avait un bouquet rose dans les mains. Elle est vraiment avocate et elle est quelqu'un qui a soutenu plein de cas culturels surtout, et les femmes. Et aujourd'hui, pour tout ce qu'elle a fait, elle est mise en prison, elle est condamnée à 38 ans de prison. 38 ans. Et oui, elle est fouée. Oui. Pour en revenir au film et à la distribution, il semblerait que c'est un peu anecdotique, mais l'actrice qui joue le rôle de Shiva était déjà dans le rôle principal d'une séparation pour lequel vous étiez venu à Tresse. Hein. Oui. Vous êtes lié à elle. En fait, c'était non. Pour inversion. Oui, c'était inversion, oui. Mais Shiva était dans la séparation. Ah non, c'est vrai, oui, pardon, je me trompe. Oui, excusez-moi, non, je me suis planté. Elle était dans la. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, j'avais envie un peu de revenir du coup aussi sur un des thèmes, et alors qui est au centre et qui c'est aussi la place de la création et la place de l'artiste aussi dans la société. Ça, c'est quelque chose qui est... alors, on sent qu'il y a aussi des préoccupations. Il est réalisateur, il met en scène ça aussi, finalement, cette place de l'artiste au sein de la société. Et je sais pas, peut-être quelques... Au niveau de réseaux sociaux, vous voulez dire la réaction des gens au niveau de l'exposition médiatique, au niveau de... Tu veux que tu en parles un peu? Entre autres. J'ai trop parlé. En fait, sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux et les journaux, les artistes en Iran sont très, très, comment on dirait, suivis. Et les gens par les gens, surveillés par les gens. C'est meilleur dire surveillés. Et les gens suivent tout ce qu'ils font. Et dans le film, on a vu que, en fait, le personnage de Hassan Kasmoui, il était marié avec l'autre, les Rachidi, c'était qui oui, sa femme, c'est quelqu'un d'autre, mais il est tombé amoureux avec Shiva et il partage sa vie entre les deux et les deux, ils savent. Et tout le monde le sait. Tout le monde le suit. Et dans la vie réelle aussi, quand ils passent dans un petit coin, ils sont obligés de un peu cacher, un peu aller, comment dirais-je, différemment. Et ils sont, comment dirais-je, ils sont surveillés par le peuple. Et en plus, ils ont un autre poids et dynamique dans la vie politique. Par exemple, ces dernières années, ils se sont mêlés énormément dans la vie politique en Iran. Par exemple, dans les dernières élections présidentielles, il y a 2 ans, là, ils ont énormément soutenu Hassan Rouhani. Et l'un des points que Hassan Rouhani avait, c'était, comment dirais-je, c'était le soutien que les acteurs, les artistes, les écrivains, les réalisateurs, tout le monde lui a apporté. Et là, en ce moment, ils sont énormément déçus. Hassan Rouhani, il les a laissés déçus parce qu'il n'a rien fait pour eux. Il n'a rien fait littéralement pour eux. Oui, alors c'est un des ressorts comiques aussi, parce qu'on va parler un peu de la forme quand même, qui est justement incroyable aussi. Et il en fait cette névrose qu'on sent, lui personnel aussi en tant qu'artiste, sûrement qu'il met en scène dans son personnage. Il en fait vraiment le ressort comique du personnage. Et je trouve que là, moi, la première fois que j'ai vu le film, et là encore... Moi, j'ai pensé aux comédies enfin, j'ai pensé à Fellini, énormément. Alors après, c'est une interprétation personnelle. Hein, et puis, et aussi aux grands acteurs, parce qu'il est
incroyable. Il est incroyable en tant qu'acteur et aux grands acteurs des comédies italiennes des années 70-80. L'acteur qui fait le rôle de Hassan Kasmoui. Oui, il est l'un des acteurs très très connus. Il s'appelle Hassan Mahjouni. Il est vraiment très connu, surtout pour les comédies qu'il fait. Il est très, en fait, un acteur et réalisateur au théâtre qui a beaucoup de puissance. Tous les comédies qu'il fait sont vraiment 100% garanties. On est sûr que quand il est sur le film ou quoi, il y a quelque chose de bon. Même s'il n'y a pas quelque chose de bon, il arrive d'en sortir. Il est incroyable. Ouais. Et alors, pardon, juste, tu me parlais aussi d'une référence, alors que là, dont tu m'as parlé, toi, qu'avait le réalisateur avec... folklore. Oui, il y avait le folklore et aussi, tu me disais, les Monty Python. Oui. Les Monty Python, il le formulait, lui, ce lien avec ce cinéma. Oui, en fait, malheureusement, moi, je connais Monty Python. Peut-être, moi je dis c'est pas mal à donner la référence pour les gens qui connaissent mieux, parce qu'il est plus ou moins comparé, en fait, le réalisateur avec lui. Mais bon, moi, je connais plus que ça. Je connais que ça, en fait. Oui, mais il y a une folie dans les Monty Python. Oui, les gens qui connaissent, effectivement. Oui, et c'est Mani Hariri, il est toujours là dans l'avant-dernière aussi, qui s'appelait Le Dragon entre. C'était quelque chose complètement surréel, drôle, en même temps qu'il essayait de nous dire que c'est la réalité. Il y avait un mélange de vraiment documentaire. On avait des vrais personnages politiques dedans, devant le caméra, mais c'était en même temps une comédie et c'était en même temps surréel. Il a vraiment son propre genre. Je peux dire justement, c'était une comédie noire, mais pour moi, c'est pas si simple. C'est un peu plus. Je voudrais vous poser une question un peu bateau. La place des femmes, qui sont très nombreuses dans le film, qui tournent autour du cinéma, on se croirait en Europe ou ailleurs. Voilà, je voudrais que vous disiez un peu, elles ont l'air de jouer un rôle important, de travailler, etc. C'est pas le cas dans tous les pays. Non, oui, vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je regardais ce film pour la 3e fois. Et bon, c'est aujourd'hui qu'en regardant le film, moi aussi, ça me fait penser à ça que y a trop de femmes, n'est-ce pas? Il y a trop de femmes. Mais bon, au terme de ce sujet et le folklore, c'est pas mal qu'on parle un peu de ça aussi. Parce que peut-être, les cafards. Peut-être vous vous demandez, alors les femmes en rouge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Justement, déguisés, les insectes, quoi. Oui, ce sont les insectes, mais bon, ce sont les cafards. Je ne sais pas si vous avez cette image qui sont des cafards ou pas, mais ils sont des cafards parce que il y a une petite chanson qu'il chante titrage de film, et bon, il parle des cafards. Alors, il y a une petite histoire folklore en Iran sur cafard qui s'appelle Khol Cafard ou Tante Cafard. On a une cafard que son père un jour l'a dit, on n'en a pas assez d'argent, t'es assez grandi, il faut que tu te maries, il faut que tu trouves quelqu'un et te maries quelqu'un qui a vraiment de l'argent. Mais bon, cette histoire, ça date au moins, on est sûr que ça date au moins 150 ans qui est écrit, mais ça peut être bien avant que ça. Alors, normalement, cette mademoiselle Cafard doit chercher quelqu'un qui a de l'argent. Mais quand elle commence à chercher quelqu'un, elle pense pas, elle demande pas ça. Chaque fois, elle demande des gens qu'elle rencontre que si un jour il y a des conflits, il y a des problèmes dans notre vie, et t'es fâché, comment tu me tapes? Parce que c'était normal que les hommes tapaient les femmes. Donc chaque fois, c'est la question principale qu'elle pose, cette question: comment tu me tapes s'il y aura un problème? Et quand il y avait des réponses un peu brutales, elle dit non, je te marie pas. Et enfin, elle trouve un monsieur souris. Et ce monsieur sourit, quand elle lui demande si un jour il y a des problèmes, comment tu me tapes, il dit je te caresse avec ma queue.
Et bon, comme ça, elle décide de se marier avec lui. Et en plus, il travaille au cours de roi. Enfin, un jour, cette cafard va à la rivière pour laver les vêtements de son mari, et son mari qui est au boulot. Elle tombe dans la rivière et les gens qui se passent, ils voient que la cafard est dans la rivière. Et il dit au souris que ta femme est dans la rivière. Il revient pour le sauver. Il la sauve. Mais elle est malade, elle tombe malade, elle est enrhumée, donc monsieur fait un grand soupe pour lui. Le moment qu'il est en train de faire la soupe, il tombe dans le pot. Et la cafard qui l'attend, il vient pas, elle va chercher dans la cuisine, pauvre, il est mort. Et depuis ce jour, cette femme cafard fait le deuil pour son amant. Et c'est pour ça que depuis ce jour, elle se met en noir. Donc, si vous voyez les cafards en noir, c'est pour ça. C'est pour Monsieur Souris qui est déjà tombé dans le pot. Et bon, alors, cette histoire, c'est vraiment très, très, très important. En même temps que, comme tu disais tout à l'heure, on a cette intention que quand on a les insectes, les cafards, on les tape au-dessous et on peut le supprimer, réprimer, écraser, mais beaucoup plus facilement. Ça. Et en même temps, on a l'autre histoire. Et dans l'histoire en fait, cette anecdote folklorique de cafard, c'est Souris qui est mort. Et vous voyez, c'est intéressant parce que la femme, dès le départ, elle joue le rôle de cafard, elle cherche ce réalisateur, et c'est à cause d'elle, en fait c'est elle qui fait le truc aux réseaux sociaux, ça devient scandaleux et il va vraiment jusqu'au bout à jeter, à être dans le pot. Oui, c'est vrai. Mais ce qui arrive à lui sauver, c'est sa mère. Avec le fusil de sa torrent qu'il a expliqué, et c'est pas. Elle disait au début du film, quelqu'un a demandé de la mère que c'est un arme. Elle a dit non, c'est pas un arme, c'est le fusil de sa torrent. Et c'est important parce que c'est un élément de défendre de la nation. C'est pas un arme. C'est pas quand on tue quelqu'un. C'est pour se défendre. C'est pour défendre de la culture et de la nation. Et la mère est un représentant de la nation iranienne qui a perdu un peu son mémoire. C'est pour ça qu'il dit elle se rappelle pas beaucoup de choses, et d'un côté tant mieux. Et dans le soirée, quand ils vont, vous voyez, tous sont déguisés en forme des personnages historiques. On voit Muzaffar Eddin Shah, avant-dernier Shah de dynastie de Qajar. On voit Reza Shah. On voit les personnages des femmes qui sont les femmes de Qajar. Jusque maintenant, en fait, toute l'histoire est devant les yeux de ce réalisateur, qui fait lier, en fait, avec ce qu'on voit, qui a une scène un peu drôle quand Shiva joue un rôle, on voit dans une scène qui est avec des petites fleurs sur la tête. Et elle dit, si vous voulez voir ce qui se passe après votre mort, regardez bien autour de vous. En fait, si vous voulez voir le futur de ce pays, regardez maintenant ce qui se passe. Et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, en fait. Je crois qu'on va être obligé de conclure. On m'a fait signe. Voilà, c'est passionnant. On continuera encore, mais on peut aussi, vous restez avec nous, continuer. Voilà, donc prochaine séance, on finit avec un film, un hymne à la fraternité, à l'utopie. Voilà, on finit avec un grand souffle, un film cubain. À tout à l'heure et un grand, grand merci. Merci. Il y a un petit merci message. beaucoup. Voilà. Il reste encore des choses du brunch, c'est très, très terre à terre. Pour 3 €, vous pouvez avoir des cafés, des salades de fruits, etc. En attendant le prochain film.